Le secteur privé a du mal à trouver certaines ressources humaines qualifiées, notamment dans le domaine minier et industriel. Faible taux d'alphabétisation, inefficacité du système éducatif, inadéquation entre les formations académiques dispensées et les besoins des entreprises sont autant de raisons. Comment expliquer cette situation? Quels sont les secteurs les plus impactés? Quelles sont les alternatives? Quelle main-d'œuvre qualifiée face aux besoins du secteur privé? C'est le titre de cette émission. Le développement avec nos spécialistes, c'est juste après le générique. Bonsoir à tous et bienvenue dans Entreprendre, votre magazine dédié aux entrepreneurs et aux différents acteurs de l'économie. Quelle main-d'œuvre qualifiée face aux besoins du secteur privé? C'est une question et c'est le titre de cette émission. Avant d'en débattre, je vous laisse découvrir le portrait de notre invité principal. Spécialiste en gestion des ressources humaines, Mahamadou Sanogo est le manager général de la start-up Emploi et moi. Cette structure qu'il a fondée en mai 2017 accompagne les demandeurs d'emploi du Mali et de la diaspora dans leur recherche d'emploi. En avril 2021, M. Sanogo a lancé la première édition du Salon international de recrutement CIR Mali, permettant ainsi de créer un espace pour favoriser la mise en relation entre spécialistes RH, formateurs, recruteurs et demandeurs d'emploi. Selon les données du site CIR Mali, cet événement a permis l'insertion de 1117 profils, 75 entreprises et ONG ont été accompagnés et enregistrent plus de 50 000 membres en attendant la 4e édition prévue en mai prochain. Afin de promouvoir les bonnes pratiques en matière de ressources humaines, MS a également mis en place le premier magazine numérisé 100% RH. À travers ce mensuel, ce jeune entrepreneur entend mettre en valeur le profil des demandeurs d'emploi à travers une rubrique CVTech, mais aussi les travailleurs indépendants à travers la rubrique Freelancer. Titulaire d'un Master 2 en gestion des ressources humaines et d'une licence en marketing de l'Institut supérieur de commerce ISC Business School, avant d'être chef d'entreprise, M. Sanogo a notamment travaillé à la direction de la cellule de suivi de la politique nationale de la ville au ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme entre mars 2018 et mai 2022. Avant cela, il a été responsable marketing à Yellow Communication entre 2016 et 2017 et co-organisateur de la Nuit de l'entrepreneuriat en 2018 et 2020. Depuis octobre 2018, Mahamadou Sanogo est chargé de la communication des relations extérieures au sein de l'association Mali Startup. En mars 2019, Emploi et moi a remporté le prix de meilleure startup TIC de l'année lors du concours de l'agence malienne de marketing international. À cette occasion, le directeur général d'Emploi et moi a déclaré que sa structure a pour objectif majeur de participer à la réduction du taux de chômage au Mali. Mahamadou Sanogo est l'invité principal de Entreprendre. Mahamadou Sanogo, le manager général de Emploi et moi, est avec moi. Monsieur Sanogo, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, monsieur Seni. Alors, est-ce que vous pouvez brièvement nous représenter votre structure? C'est vrai qu'on en a un peu parlé dans le portrait qu'on vient de voir. Votre structure a été créée en 2017, me semble-t-il. Effectivement, Emploi et moi a été créé en mai 2017 et qui a pour mission dédiée d'accompagner les demandeurs d'emploi au Mali et ceux de la diaspora qui veulent les retourner. À la base, nous nous plaçons auprès des entreprises pour faciliter leur obtention de profils qualifiés et auprès des demandeurs d'emploi pour faciliter leur insertion dans les milieux socio-professionnels. Emploi et moi, c'est un magazine mensuel 100% RH tiré à plus de 2000 exemplaires distribués dans toutes les entreprises de Bamako, les ONG, les ambassades plutôt, et j'en passe. Et aussi, Emploi et moi, c'est un site web très dynamique et très smart autour d'un portail d'information et d'échange, www.emploiemoi.com. Et aussi, on a constaté que les CV sont un peu mal conçus. Donc, du coup, on a mis en place une application génératrice de CV avec un business model 500 francs voilà, pour 24 heures qui donne droit à 3 documents RH. Vous êtes également l'initiateur du CIR, Salon international du recrutement. Là aussi, pourquoi une telle initiative? Et en fait, on a vu qu'avec les entreprises, les recrutements sont un peu
chronophage. Donc du coup, on a mis en place un événement fédérateur qui rassemble les acteurs de l'écosystème RH, notamment les DRH, les assistants RH, ainsi que les demandeurs d'emploi, sur 2 jours pour parler des questions RH, des problématiques liées à l'emploi, ainsi que des solutions pour réduire le taux de chômage. Donc le salon s'étend sur 2 jours avec des panels, des after-work et plutôt des keynotes, ainsi que des master talks et des job dating. Comment se présente le capital humain local et quel regard les chefs d'entreprise et spécialistes du recrutement portent sur la main-d'œuvre? Nous en parlons dans ce grand angle signé Assetou Mani Koulibaly. Agriculture, élevage, industrie, banque, énergie et technologie sont autant de secteurs dont le secteur privé malien a fortement besoin de main-d'œuvre qualifiée. Tout en déplorant une pénurie de compétences soft skills en anglais, de nombreux employeurs disent ne pas être satisfaits du niveau de compétences des jeunes diplômés qui sortent de nos écoles. Les industriels maliens sont désœuvrés de devoir amener même les techniciens mécaniques d'autres pays. Parce qu'au Mali, je me rappelle d'un grand industriel qui me disait Binta, j'ai pas de problème de trouver des ingénieurs au Mali, mais les techniciens, j'en ai pas de techniciens qualifiés. Alors que pour tourner mon usine, j'ai pas besoin de plus de 2 ingénieurs. J'ai par contre besoin de beaucoup de techniciens qualifiés. Et au Mali, c'est ça le problème. On n'a pas cette main-d'œuvre qualifiée au niveau technique. Bon, effectivement, on a de plus en plus de mal à trouver du personnel qualifié, de bon niveau, et qui répondent surtout à nos besoins, même sur des postes très classiques. On a vu le niveau qui a vraiment baissé. Depuis 3 décennies, le Mali tente de se mettre au niveau vraiment de l'Afrique. Le Mali a produit beaucoup de cadres compétents formés par le système éducatif, qui est souvent montré du doigt, stigmatisé, mais bon, qui arrive à sortir quand même du lot et compétir avec les cadres africains. Mais ceci étant, il reste beaucoup à faire et on peut toujours mieux faire. Selon certains opérateurs économiques, les niveaux de capital humain formés ces dernières décennies ne correspondent pas tout à fait aux besoins du marché de l'emploi actuel. Il y a une très forte inadéquation entre les formations et les besoins du secteur privé. Le niveau général déjà a beaucoup baissé. Les formations de base du premier cycle ne sont pas au niveau. Donc les jeunes arrivent au niveau du bac et de l'université, ils ne sont déjà pas à niveau dès le départ. Et les universités, elles forment en masse des étudiants dont le secteur privé n'a pas besoin, de qualification dont le secteur privé n'a pas besoin. Je ne veux pas stigmatiser un secteur plus qu'un autre, mais par exemple, former en masse des anthropologues, des sociologues, enfin, on n'a pas besoin ou très peu de ce type de qualification. C'est vrai qu'il y a des formations aujourd'hui qui ne répondent plus aux besoins du marché. Au marché du travail, j'allais dire, parce que vous convenez avec moi que il y a 10 ans, nous avons des métiers qui n'existaient pas. Et dans 5 ans, il y a des métiers, de nouveaux métiers dont on ne connaît même pas encore la nature. Donc il faudrait que ces écoles, ces universités puissent quand même anticiper, en mettant en avant cette fois-ci, au-delà de hard skills, ce qu'on appelle l'expertise, la connaissance, mais de mettre les soft skills aujourd'hui. C'est ce qui complète vraiment la formation de nos apprenants, en les orientant vers, j'allais dire, leur capacité d'interaction, d'expression et vraiment leur esprit de créativité et de prise d'initiative. Lorsque certaines entreprises ont du mal à trouver localement les compétences dont elles ont besoin, elles recrutent hors du pays. D'autres procèdent à la reconversion des personnes recrutées. Dans tous les cas, c'est là leur occasion des dépenses supplémentaires. Parce que si je n'arrive pas à trouver l'employé qu'il me faut localement, je serai obligée d'aller prendre des personnes à l'étranger que je vais payer beaucoup plus cher parce que c'est ça, ils vont être expatriés pour moi. Et surtout que la stabilité n'y est pas. L'idéal pour toute entreprise, c'est de trouver les ressources humaines compétentes localement.
Et donc ça, c'est un coût important pour les entreprises. On essaye de compenser cela par les postures d'employabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que les personnes ne sont pas forcément à niveau, mais on va essayer de compenser en prenant des personnes qui sont vives d'esprit, qui se présentent bien, qui sont motivées, qui ont de bonnes postures, quoi. Donc voilà. Et là, aujourd'hui, on peut dire aussi que la demande d'emploi, elle est énorme, mais que l'offre, elle se restreint de plus en plus. Le climat des affaires n'est pas très favorable en ce moment. Au regard de la mauvaise combinaison entre les formations dispensées et les besoins du monde professionnel, des pistes de solutions sont avancées par nos interlocuteurs. Je pense qu'il faut vraiment revoir les méthodes d'enseignement. Je fais partie de ceux qui pensent que l'école, c'est juste pour donner des outils à un jeune. C'est juste des outils pour pouvoir, ou des armes pour pouvoir faire face à sa vie d'adulte. Mais ce n'est pas le diplôme qui fait la personne. C'est pour recruter quelqu'un, je ne regarde pas forcément ses diplômes. C'est la capacité de la personne à me convaincre, à se présenter et à se vendre. Et ça, ce n'est pas que le savoir technique que la personne a. Et moi, je pense que ça, c'est un grave problème que les jeunes Maliens ont à cause de l'éducation. J'ai suivi une partie de mon cursus au Mali et je me rappelle qu'il y a une petite partie seulement qui est dédiée aux exposés, par exemple. Alors que c'est super important pour la vie professionnelle. C'est à l'école qu'on l'apprend, pouvoir faire face à un public, pouvoir convaincre les gens, s'exprimer devant la masse. Ça, c'est un atout, mais on s'entraîne depuis l'école. Pour inverser cette tendance, je propose d'abord qu'il faut améliorer la qualité de la formation. Il faut améliorer la qualité de la formation, il faut améliorer les programmes de formation, il faut améliorer les filières de formation. Il faut impliquer les entreprises dans l'élaboration des curricula de formation. C'est-à-dire que quand les entreprises participent à des programmes de formation, ce sont elles qui nous disent au secteur de formation, voilà nos besoins, voilà le type de ressources humaines dont nous avons besoin. Et nous souhaitons que vous incluiez dans vos programmes de formation et cela fera en sorte que nous n'aurons pas de problème à les recruter. L'État doit contribuer à créer ce cadre, à créer un cadre, à créer un contexte dans lequel le secteur privé, qui est en réalité le moteur de l'économie d'un pays, pour pouvoir créer des emplois, créer de la richesse. Et bien entendu, les universités, les écoles doivent aussi répondre à ce besoin en adaptant leur curricula, leur formation aux besoins des entreprises. Les structures de recrutement sont appelées à jouer un rôle central dans ce changement de paradigme afin de rendre le capital humain local plus compétitif. Alors, les cabinets de placement, de recrutement sont de très bons baromètres de l'état des ressources humaines dans le pays. Nous pouvons évaluer les tendances de l'offre, de la demande d'emploi, et nous pouvons du coup être force de proposition pour réformer notre secteur. De plus, nous sommes de gros employeurs de main-d'œuvre et nous fournissons des emplois à des milliers de personnes. J'ajouterais que nous sommes aussi du coup de très bons contributeurs d'impôts. Mais ça ne concerne que les cabinets du secteur formel. Ce n'est pas un secret que notre secteur est gangréné par beaucoup de concurrence déloyale et de cabinets qui ne se déclarent pas ou qui ne déclarent pas leur personnel. Donc c'est une injustice sociale. C'est une injustice sociale pour les employés et une vraie gabegie et un manque à gagner pour l'État. Pays en développement, le Mali a besoin de ressources humaines de qualité pour booster sa productivité et sa croissance, ce, dans le but d'accéder au niveau d'émergence auquel il aspire. Monsieur Sanogo, on aura bien sûr l'occasion de revenir en détail sur certains aspects du reportage que l'on vient de voir. Mais avant, j'ai le plaisir de recevoir deux autres invités. Tout d'abord, Monsieur Noum Diakité. Monsieur Diakité, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Vous êtes un professionnel RH. Après 25 ans en entreprise, notamment à l'ONG Plan International Mali, Sotelma Malitel ou encore la mine d'or de Morila, vous avez créé
créé votre propre cabinet, en l'occurrence la SARL Diakité Consulting, qui est un cabinet de recrutement, un cabinet spécialisé en RH. Vous êtes surtout sur ce plateau en qualité de membre du Conseil national du patronat du Mali. Vous avez travaillé avec le Conseil sur les ressources humaines, c'est bien cela? Tout à fait. Bonsoir chers téléspectateurs. Lorsque le nouveau bureau présidé par le président Bali a pris fonction, il s'est attelé à mettre en place un plan d'action pour la durée de son mandat. Et comme tout plan d'action doit être basé sur une analyse des faits, une analyse de l'environnement, de manière à pouvoir se projeter dans l'avenir. Donc à cet effet, il y a différents groupes qui ont été créés autour de différentes thématiques et il y a eu effectivement un groupe spécial dédié aux ressources humaines. Donc moi, en tant que membre du Conseil national des bureaux de placement et entreprises de travail temporaire du Mali, donc j'ai fait partie de ce groupe-là avec d'autres collègues et également d'autres structures qui ne sont pas forcément des structures privées, notamment les structures publiques en charge de l'emploi, qui ont été également invitées à joindre ce groupe-là de manière à faire une bonne analyse de la situation, parce que tout part de là. Le groupe a eu également l'avantage de bénéficier de l'expertise d'un groupe de Maliens basés en France, c'est-à-dire des Maliens de la diaspora qui ont été des boursiers de l'excellence, qui sont installés en France et qui ont envie de contribuer justement au pays et qui se sont mis au service du groupe et qui pendant toute l'année a participé activement à tout le travail que nous avons fait pour le compte du CNPM dans l'élaboration justement de ces activités au compte de ressources humaines. Justement, on aura l'occasion tout au long de cette émission de revenir bien sûr sur certains aspects du rapport que vous avez produit. J'ai également le plaisir de présenter notre troisième et dernier invité. Il s'agit de Abdulkader Silla. Monsieur Silla, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le chef du département promotion, prospection, évaluation et donc à la direction générale de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes APEJ. Vous êtes de formation sociologue, anthropologue. On va bien sûr aborder certains aspects de la sociologie, pourquoi pas avec vous. Messieurs, déjà est-ce que monsieur Silla, vous pouvez brièvement nous représenter, nous dire ce que vous faites au niveau de votre département? Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord au nom du directeur général de l'APEJ, remercier la TMD de nous avoir associés à cette émission-là. Et comme vous l'avez si bien dit, moi je suis de l'APEJ, l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, où j'occupe le poste de chef de département promotion, prospection et évaluation. Ce département a en charge le renforcement de l'employabilité des jeunes à travers le stage de qualification professionnelle, l'apprentissage, la reconversion, adaptation à un poste de travail, mais aussi les sentiers écoles. Donc c'est un département qui s'occupe de la composante 1 du programme emploi jeune, à savoir le renforcement de l'employabilité des jeunes. Alors messieurs, commençons ce débat peut-être par voir cette première infographie qui va nous amener à parler un peu des atouts des ressources humaines, sinon de la main-d'œuvre locale. Je rappelle que ces atouts ont été tirés du rapport produit par le patronat et on va voir avec l'équipe technique. Parmi ces atouts, on parle d'une population jeune, monsieur Diakité, on parle des opportunités de développement dans plusieurs domaines stratégiques. Ça veut dire qu'il y a la place pour développer certains aspects. Tout ce que le CNPM a relevé dans son rapport vient justement de ce que nous avons tiré des informations réelles auprès des différents services techniques, également des données existantes sur lesquelles nous pouvons effectivement rendre des comptes. Donc quand nous disons que la population malienne elle est jeune, et donc les derniers résultats de l'enquête statistique viennent de le montrer. Donc le Mali a une population jeune, donc c'est un atout. Et quand nous disons également qu'il y a des opportunités dans le secteur des ressources minérales, là également tous les jours, nous Maliens, nous sommes fiers de cela. Nos ressources minérales, l'or, le pétrole, le sissi. Donc là, c'est des réalités qui sont là. Si nous parlons également des énergies renouvelables et autres, donc le soleil, il est là, disponible partout. Si nous parlons de mise en place des infrastructures,
Donc tout ça, c'est autant de chantiers, de possibilités sur lesquelles le Mali peut se baser. Nous, si nous parlons également de diaspora, je viens de vous parler du cas concret des jeunes Maliens boursiers de l'excellence qui ont été formés en France, qui malheureusement, pour diverses raisons, certains veulent bien venir travailler au Mali, mais malheureusement, ils n'ont pas pu avoir des opportunités d'être recrutés au Mali. Donc, ils sont restés en France, mais ils restent profondément maliens. Donc, tout ce qui se passe dans le pays les intéresse. Et chaque fois qu'ils entendent parler d'une initiative tendant à améliorer quelque chose, ce groupe se met à la disposition de cette équipe-là pour les appuyer. Et c'est ce travail que... Et vous pouvez imaginer toute la masse d'informations que ce groupe-là et également toutes les compétences existantes au sein justement de cette diaspora qui peut être mis à la disposition de l'État malien, de l'entreprise au Mali et du développement du Mali. Messieurs, justement, en parlant d'atouts, on va aussi voir cette autre donnée que je vous invite à suivre. Monsieur Sanogo et Monsieur Silla, je vous invite à réagir juste après. On parle d'atouts, la jeunesse qui est vraiment là, qui est présente, une belle démographie. Mais dans le même temps, messieurs, on a chaque année 300 000 jeunes au moins diplômés qui arrivent sur le marché de l'emploi, et pour ces 300 000 jeunes, on a à peine 50 000 emplois qui sont disponibles, en tout cas qui sont là pour le secteur privé et pour le secteur public. Monsieur Sanogo. C'est un chiffre vraiment qui est conséquent, et le secteur privé au Mali a des besoins spécifiques en termes de main-d'œuvre qualifiée. Voilà. Monsieur Silla, une réaction par rapport à cela? Non, c'est vrai que c'est plus que ça même. Hein. Ça, c'est des données qui ont été fournies par le BIT, c'est plus que ça. Et c'est que sur la plupart des jeunes optent pour l'emploi salarié. C'est ça qui freine un peu le... Donc c'est cela le véritable problème? C'est ça le véritable problème. Parce qu'une étude récente de l'Organisation internationale du travail révèle que 73% des jeunes africains aspirent à travailler dans la fonction publique. Alors que l'alternative, c'est l'auto-emploi, c'est l'entrepreneuriat, qui offre vraiment des réelles possibilités d'insertion pour les jeunes. Donc il y a un choix que les jeunes, en tout cas du Mali, et de surcroît, les jeunes africains font déjà en optant pour le salariat. Donc c'est ça qui freine un peu. Sinon, des efforts colossaux sont faits par les structures qui font la promotion de l'emploi, telles que l'APEJ, l'ANPE, ou alors le FAPA qui fait la formation professionnelle. Justement, à ce niveau-là que je pense le rapport du patronat a vraiment fait du bon boulot. Parce qu'en réalité, ces chiffres-là sont loin de refléter la réalité. Dans les deux cas, ces chiffres-là, nous avons pris du temps à essayer de trouver l'origine des 300 000. Aucune structure publique ne peut te dire voilà la source officielle. Tout à l'heure, M. Silla vient de le dire indirectement, mais c'est très important de le dire parce que le vrai problème de l'emploi au Mali réside ici. Actuellement, nous n'avons pas de données fiables sur les sorties, les diplômés qui sortent chaque année de nos universités, de nos grandes écoles. Nous n'avons pas actuellement le moyen de donner des chiffres exacts par rapport à ça. Les chiffres de l'emploi également qui remontent ne reflètent pas exactement la réalité. Ça, c'est une des conclusions à laquelle nous sommes parvenus dans nos travaux. Et ça fait justement l'objet d'une de nos grandes recommandations pour trouver une solution au problème de l'employabilité des jeunes. L'une des premières recommandations, il faut qu'on arrive à mettre en place des statistiques fiables sur les demandeurs d'emploi et les diplômés. Je rappelle qu'on a l'INSTAT, on a l'INSTAT, l'Institut National de Je vous en prie, monsieur Silla, je vous dis que nous avons mis une année à chercher des informations. Nous avons cherché au niveau de l'INSTAT, nous avons cherché au niveau de l'Observatoire national de l'emploi, qui est la structure dédiée. Et dans notre groupe de travail, il y avait l'équivalent donc de l'APEJ qui est l'ANPE. L'ANPE était représentée dans notre groupe de travail. Donc c'est vous dire que s'il y avait des données officielles, des sources que nous pouvons citer directement, on serait allé à ce stade. Nous avons fait l'effort d'exploiter au maximum les statistiques de l'INSTAT. Je vous dis, on a exploité au maximum. Nous avons exploité au maximum les statistiques de l'ONEF et nous avons eu recours à nos frères de la diaspora qui ont également mené d'autres recherches dans d'autres domaines pour nous donner des statistiques.
Nous sommes tous parvenus à la conclusion que les 300 000, vous les retrouverez au Mali, dans d'autres pays africains, qu'il a dit. C'est souvent des chiffres donnés par le BIT, mais qui ne reflètent aucune structure, ne peut te dire voilà la source officielle, les 300 000, voilà, je vais aligner, je vais te donner les 300 000. Mais le problème reste entier, le problème reste là, il demeure. C'est qu'on a des jeunes qui sont diplômés, qui pour certains font des années d'études et qui, au moment d'être employés, au moment où ils cherchent un emploi, ils ne trouvent pas. Là, à ce niveau, ce n'est pas une bombe à retardement, pour reprendre une expression très connue. Mais bien sûr, tout le monde est conscient. Il n'y a aucun doute sur ce point. Tous les acteurs sont unanimes sur ce point. Mais monsieur Sylla, justement, sachant que votre département, votre programme est dédié justement à ce genre de choses, c'est-à-dire à ces jeunes-là qui viennent d'avoir des diplômes et qui veulent travailler, qu'est-ce qui est fait à votre niveau? Ce qui est fait à notre niveau, c'est que d'abord, chaque année, nous nous engageons au moins 2000 jeunes en stage. Ceux qui sortent de nos écoles pour leur permettre d'acquérir une première expérience professionnelle. C'est surtout ceux-là qui souhaitent faire carrière dans l'administration publique. Donc nous engageons chaque année 2000 jeunes. Cette année d'ailleurs, nous avons engagé 2500 jeunes. C'était 2000 qui étaient autorisés, mais nous avons eu l'aval de notre conseil d'administration pour apporter le nombre à 2500. Il y a des formations aussi que nous organisons, des formations en apprentissage, et il y a aussi la reconversion, adaptation à un poste de travail. Pour permettre, parce que comme vous savez, le gros problème, le gros souci, c'est l'inéducation, formation, emploi. L'école forme entre guillemets des chômeurs. Donc, nous essayons de donner la chance aux jeunes d'apprendre des métiers, de subir des formations connexes pour maximiser leur sens d'insertion sur le marché de l'emploi. Mais également, indépendamment de tout cela, nous sensibilisons les jeunes aussi à épouser l'entrepreneuriat. Les jeunes ont cette paire bleue, en tout cas au Mali, ont cette paire bleue à aller vers l'entrepreneuriat. Donc nous faisons nous organisons des séances d'information et de sensibilisation au niveau communautaire, mais également au niveau scolaire et universitaire. Et pas plus tard que le 26 courant du mois passé, nous avons lancé la campagne d'information et de sensibilisation de l'entrepreneuriat sous la présidente de notre ministre de tutelle, Mme Boyagou Amnata Traoré, je vais dire, donc à la faculté des sciences économiques et de gestion, et qui va concerner, ces séances d'information vont concerner 3000 jeunes. Et en plus de cela, nous finançons également des projets au bénéfice des jeunes, sous forme de prêts remboursables. Donc tout ça pour absorber cette masse critique. Au tout début, le taux de remboursement était faible, mais aujourd'hui nous sommes entre 30 et 40% de taux de remboursement. D'accord, moins de 50%. Mais pour certains projets au programme, par exemple avec Émilie 021, Émilie 022, avec la coopération luxembourgeoise, le taux de remboursement avoisine les 90% dans la région de Ségou et les cercles de Yorosso. Chaque année, comme les chiffres le montrent et tout, il y a 300 000 jeunes qui sont reversés sur le marché du travail, de l'emploi. Et à cela s'ajoutent les jeunes qui sont déjà existants sur le marché du travail. Donc on peut compter à peu près à 3 millions de jeunes qui n'ont pas de travail, de demandeurs qui n'ont pas de travail. Mais maintenant, à chaque fois que je vois ces chiffres, je me dis, il n'y a pas de mécanisme réel pour absorber tous ces chômeurs-là. Maintenant, dans l'urgence, quels sont les mécanismes, plutôt les solutions adaptées pour absorber ces 3 millions de chômeurs, et quel est le système pour anticiper l'absorption des 300 000 jeunes? Bon, je dirais que c'est vrai, à chaque fois on entend l'inadéquation entre l'offre et la demande, mais je dirais que des solutions sont là. Et là, on peut peut-être tenter d'essayer le système de 4 jours au lieu de travailler 5 jours. On peut essayer de voir le système de 4 jours par semaine, c'est-à-dire permettre aux entreprises de recruter encore plus, de travailler plus et travailler moins, mais tout en gardant leur salaire. Pardon, j'ai pas bien compris ce système, cette solution que vous proposez, c'est-à-dire qu'on va permettre aux entreprises de recruter des jeunes qui vont travailler sur 4 jours simplement dans la semaine, c'est cela? Non, en fait, l'entreprise a déjà ses salariés qui sont l'équipe type A. Voilà, donc du coup, nous allons permettre déjà, ce concept va permettre avec l'accord de l'État ainsi que des secteurs privés, c'est-à-dire d'essayer de créer une convergence afin que l'État puisse faire des rabattements fiscaux pour les entreprises et permettre aux entreprises de recruter au moins 10% de leur effectif. Et cela va permettre d'impacter considérablement sur le chômage actuel au Mali.
Monsieur Sylla, je vous ai vu acquiescer, Monsieur Diakité. D'abord, je voudrais revenir un peu en arrière par rapport aux solutions possibles. C'est extrêmement important. Il ne faut pas se voiler la face. Avec l'effectif de jeunes qui arrivent actuellement sur le marché, nous avons un problème dans la structuration même de notre économie. C'est un problème de fond. Si ce problème de fond n'est pas résolu, il ne peut pas y avoir de solution. C'est clair. Il faut que le taux d'industrialisation du pays atteigne un certain nombre de niveaux. C'est l'industrie qui est la grosse consommatrice de main-d'œuvre. Avec l'effectif de jeunes qui arrivent actuellement sur le marché, nous avons un problème dans la structuration même de notre économie. C'est un problème de fond. Si ce problème de fond n'est pas résolu, il ne peut pas y avoir de solution. C'est clair. Il faut que le taux d'industrialisation du pays atteigne un certain nombre de niveaux. C'est l'industrie qui est la grosse consommatrice de main-d'œuvre. Il y a également le fait qui est extrêmement important, c'est la structuration aussi de notre économie. C'est près de 95% qui est dans l'informel. C'est un problème. C'est l'économie, fondamentalement, tant qu'on n'arrivera pas à faire des efforts de ce côté-là également, le recrutement peut poser des problèmes. Donc, la solution qui a été évoquée par M. Sanogo, là, vous posez un autre problème à l'entreprise. Ça pose un autre problème. C'est l'entreprise d'abord, même pour les jeunes, l'entreprise, c'est d'abord la productivité qui est en tenue, qui est le premier facteur de rentabilité de l'entreprise. Okay. Si recruter doit se ramener à amener du personnel qui ne va pas permettre à l'entreprise d'atteindre ses objectifs, ça ne produira pas exactement l'effet recherché dans le cadre du recrutement. Donc, ce que vous avez dit, il y a là un vrai effort à faire de tous les acteurs. C'est à cela que notre groupe est parvenu en tant que conclusion. Il faut absolument que le gouvernement, le secteur privé, tous les acteurs impliqués essayent de changer fondamentalement la donne. Par rapport d'abord à la recueil d'informations essentielles, vérifiables sur Donc il faut d'abord des données, il faut d'abord des statistiques. Ça, c'est bon. Ça va permettre de comprendre un peu les difficultés qu'il y a de part et d'autre et les avantages. En même temps, éventuellement, il y a des filières dans lesquelles effectivement la formation ne correspond plus aux attentes de l'économie. Il faut arriver à réduire. En plus, les vrais besoins des entreprises, il faudrait que les entreprises s'impliquent également dans la formation, que les entreprises acceptent que leurs cadres interviennent dans le processus de formation dans les grandes écoles. Donc il faut qu'il y ait une synergie entre l'école et les entreprises. Donc ça, secteur privé, secteur public, formation et tout ce que cela comporte également comme prise de décision de la part de l'État pour faciliter un certain nombre de choses, pour prendre des mesures réglementaires, etc. Toutes des mesures d'accompagnement qui doivent se faire. Monsieur Sanogo, je vous laisse réagir juste après cette autre donnée, messieurs, que je vous invite à regarder. Tout à l'heure, nous parlions des jeunes qui sont diplômés, qui arrivent sur le marché de l'emploi. Il y a aussi des jeunes non diplômés. Et je vous invite à regarder cette infographie qui va nous permettre de parler de la proportion de jeunes, de la proportion de jeunes maliens sans activité professionnelle et éducative. On parle d'une proportion de 29% des 18 à 35 ans. Donc entre celles et ceux qui ont 18 à 35 ans, au moins 29% d'entre eux qui n'ont aucune qualification. Monsieur Sylla, j'aimerais vous entendre dessus. Est-ce qu'au niveau de l'APEJ, vous tenez compte aussi de cela, ou bien vous ne tenez compte que de ceux et celles qui viennent avec un niveau, j'allais dire, intellectuel? Non, la cible de l'APEJ, c'est les jeunes de 15 à 40 ans, diplômés ou non, vivant aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Mais qu'est-ce que vous faites spécifiquement pour eux, pour ceux-là qui ont des profils pareils, qui peut-être même ne savent pas écrire forcément leur... C'est l'apprentissage. C'est l'apprentissage qui est ouvert aux jeunes de 15 à 21 ans. 15 à 21 ans, qui peut aller même au-delà. C'est l'apprentissage, il faut vraiment intensifier l'apprentissage. Parce que le gros problème aussi, c'est que la formation professionnelle est considérée comme une sorte de seconde roue. C'est quand on aura tout tenté, on aura tout échoué, quand on entend généralement dire, bon, ni mal la colle kalanya, il y a un métier kalanya. Alors que c'est le métier là, ça doit être au cœur. Parce que quand vous prenez les pays tels que l'Éthiopie, l'île Maurice, ou même l'Allemagne, c'est la formation professionnelle qui a développé ces pays-là. Il faut intensifier la formation professionnelle. Il faut que les jeunes acceptent d'apprendre des métiers. Des PTP, etc., les métiers agricoles,
etc., etc. Les métiers du numérique. Il faut que les jeunes acceptent d'apprendre les métiers. Et la pêche intervient dans ce cas de figure-là. Messieurs, justement, par rapport à ce que M. Sylla vient de dire tout à l'heure, tout le monde n'est pas censé faire des études universitaires. On peut ici varier. On a vu dans des États où l'État a pris les dispositions pour que tout le monde, après son baccalauréat, ne parte pas forcément faire des études universitaires. Il faut en arriver là? Bien entendu, l'État a la responsabilité d'embarquer tout le monde. L'État ne peut laisser personne au bord de la route. Et cela ne pourrait se faire justement qu'à travers la synergie dont je viens de vous parler. Donc voir le secteur privé et leur dire quels sont vos besoins, quels sont... Impliqués dans tout le processus. Et je crois que le travail a déjà commencé depuis notre rapport, parce que le rapport est en train... D'abord, immédiatement après, il y a eu une commission qui a été mise en place entre le ministère de l'Emploi et le patronat, qui essaie de prendre justement les recommandations, certaines recommandations clés qui ont été évoquées, notamment le problème d'inadéquation, tout ça là, qu'on essaie de travailler déjà, approfondir, ne plus rester dans la phase où on a fait des grandes recommandations, essayer de travailler de manière continue. Cela est déjà en place et cela va continuer. Également au niveau du patronat, également vous avez un groupe, le groupe de travail continue à continuer le travail qu'elle a déjà commencé pour qu'il y ait vraiment des résultats tangibles. Qu'on ne s'arrête pas là, parce que je vous ai dit que ce document-là, c'est un document cadre qui est rattaché à un mandat. Donc ça veut dire un mandat. Donc ça veut dire qu'à la fin, il va y avoir une évaluation. Donc nous ne sommes pas là pour rester et dire qu'on a écrit seulement et à la fin qu'on ne puisse rien présenter. Cela n'est pas du tout la mentalité, c'est pas ça du tout l'esprit. Donc simplement pour dire qu'il y a effectivement un gros effort à faire de la part de chaque acteur. Je voudrais revenir sur un des volets qui concerne justement le recrutement, qui est une des clés justement de ce problème d'inadéquation, formation, emploi, que les gens oublient, qu'on ne prend pas en compte souvent. Vous savez, on parle adéquation, formation, emploi. Il y a un lien qui doit les unir. Lequel? C'est ça justement, ça c'est le rôle de l'entreprise. Chaque entreprise doit décrire de manière très spécifique les tâches qui se font en son sein. Chaque entreprise doit avoir des fiches de poste. Dans la fiche de poste, on doit dire exactement... Ce n'est pas déjà le cas aujourd'hui? Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Dans la plupart, je dis, dans les multinationales, les grandes entreprises, je n'ai aucun doute que cela est en place. Mais vous prenez la plupart des PME maliennes, la pratique de mettre en place une description de tâches qui dit exactement ce que la personne doit faire et la qualification qui est exigée pour faire ce poste-là. Cela n'existe pas la plupart du temps. Et ce qui fait que donc le recruteur d'abord a du mal à faire bien son travail. Et si le recruteur ne fait pas bien son travail parce qu'il n'a pas justement les qualifications qu'il faut pour identifier le bon candidat, cela va également avoir des répercussions. Et en fait, l'école si généralement ces fiches de poste sont bien faites, il y a un travail qui revient au niveau des structures publiques, l'ANPE, qui est de mettre en place ce qu'on appelle le répertoire national des emplois. Donc on doit avoir une liste exhaustive de tous les emplois dans tous les secteurs et en indiquant pour chaque emploi à peu près, voilà les tâches, voilà les qualifications. Et c'est ce répertoire national des emplois qui doit servir de source d'inspiration pour les écoles afin d'établir justement leur curricula. C'est ça. Existe. Non, mais il est incomplet. Je ne dis pas que ça existe, mais il faudrait une mise à jour. Je pense que c'est ce que M. Diakité veut dire. M. Sanogo, rapidement, une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit. Bon, je pense que il a fait un constat qui est vraiment bien, qui est là. Mais je pense que dans la plupart des cas, les entreprises commencent à comprendre déjà l'utilité des fiches de poste en fait. Donc nous, dans notre cas, généralement, on travaille avec les entreprises, les entreprises privées et les entreprises parapubliques et tout, des fois. Voilà. Donc du coup, dans ce genre de situation, on nous donne en amont une fiche de poste détaillée. On veut tel profil, on veut telle personne. On veut telle personne, on veut tel profil, de telle expérience. Généralement, c'est l'expérience qui fait défaut
des fois. On va en parler tout à l'heure, messieurs. Je vous invite juste à regarder, à écouter ce point de vue et qui va nous permettre de comprendre que peut-être que l'inadéquation formation-emploi est parfois quelque peu galvaudée dans son utilisation. Suivant. Quand on parle d'inadéquation, c'est comme si les formations qui étaient faites étaient à la base bonnes, mais elles n'allaient pas avec les besoins du marché. Mais vous verrez que les formations même qui sont sur le marché sont des formations qui ne sont souvent pas de qualité. Ce qui fait qu'un jeune sortant diplômé est incapable de travailler dans son domaine, même quand on le recrute. Ça veut dire que même quand il réussit à avoir un emploi dans le domaine dans lequel il a été formé, en ce moment, il n'y a plus d'inadéquation. Mais malgré cela, vous voyez qu'il n'y a pas de compétences. Donc, il y a la non-adaptation de la méthodologie de formation dans nos écoles supérieures, dans nos écoles secondaires, dans nos écoles privées. Nous avons le même enseignement depuis des années, depuis plus de 60 ans, qui n'évolue pas. Nous allons dans une salle, nous enseignons dans une classe et on nous répète, nous écrivons et nous ressortons. Donc, cette méthodologie-là n'est plus adaptée, ne fonctionne plus. Nous devons également innover dans l'enseignement. Nous devons venir avec des systèmes théoriques mélangés avec la pratique, mélangés avec la formation continue surtout des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, vous vous formez, vous sortez avec une compétence, mais 3 mois après, tout ce que vous avez appris n'est plus d'actualité. Donc vous devez rentrer dans un cycle de formation. Lorsque vous n'arrivez pas à travailler dans un domaine dans lequel vous avez été formé, là on ne peut plus parler d'inadéquation. Vous êtes d'accord avec M. Ologem? M. Ologem a dit, ce qu'il vient de mentionner est tout à fait réel, car la formation évolue avec le temps. Surtout avec l'informatique, les intelligences artificielles et tout, la formation a tendance à être obsolète au fil du temps. Voilà, donc je pense que... Monsieur Silla? Oui, c'est ce qu'il dit, c'est à partir... Le problème, c'est la formation aujourd'hui? Oui, effectivement, la formation, la qualité de la formation, il faut revoir. Même la manière d'enseigner aujourd'hui, il faut revoir tout ça. En plus, dans les filières dans lesquelles on forme, il y a tout ça qu'il faut voir. Il faut non seulement revoir la qualité, les filières de formation, mais aussi la façon même d'enseigner. C'est ça qu'il a dit dans son reportage. Il a parfaitement raison de mon point de vue. D'accord. Monsieur, il a dit juste une petite partie. Il a pris juste une petite parenthèse. Parce que comme si la formation était un tout. Dans la formation, il faut différencier énormément d'étapes là-dedans. Vous avez ce qu'on appelle la formation initiale. C'est ce qui est donné, par exemple, à l'école. Tu sors de l'école avec quelque chose. Donc, ce qu'il a dit, peut-être ça peut être valable. Effectivement, la manière d'enseigner à l'école, elle est désuète, elle a besoin d'être, elle est statique, il y a des besoins à ce côté-là. Mais au niveau de l'entreprise, en principe, chaque entreprise doit avoir sa politique de formation. Et cette politique de formation est endossée à la stratégie de l'entreprise, à ses besoins, à ses moyens. Et également, c'est extrêmement important, à l'objectif que l'entreprise elle-même s'assigne. Donc l'entreprise est obligée de tenir en compte justement tous les autres aspects qu'il a évoqués. Si l'entreprise est dans un domaine compétitif, il n'a pas le choix. S'il ne forme pas son personnel, il ne met pas son personnel au niveau, eh bien son personnel est dépassé et l'entreprise sera à la touche. Et si c'est l'entreprise est dans un domaine où peut-être la concurrence n'est pas trop dure, c'est là où effectivement tu peux avoir, les gens n'ont pas beaucoup de formation ou de ces aspects-là. Mais il reste constant que il y a d'abord, il y a également une autre réalité qu'il faut dire dans la formation. Il faudra le dire. La plupart des jeunes, la plupart des gens ne sont intéressés par la formation que juste l'aspect tourisme. Il faudra également le dire, ou bien les aspects formation. Oui. Il faudra le dire. On veut faire une formation, les gens veulent aller faire leur formation au Maroc, en Tunisie ou en France, parce que quand tu voyages, quand tu sors, c'est également l'occasion de faire un peu de tourisme. Alors que la même formation, on peut trouver des formateurs maliens qui ont des compétences pour donner exactement les mêmes types de formation. Donc c'est ce qui crée souvent également le problème au niveau de l'entreprise. Parce que les entreprises voient le coût de la formation. Je mets beaucoup d'argent dans la formation de quelqu'un, cette personne va se former et à son retour, il vient, monsieur, vous êtes bien, moi j'ai trouvé un autre emploi ailleurs, il te rend la clé et puis il va de l'autre côté. Donc il faudrait également que les jeunes comprennent cet aspect-là.
l'employeur qui veut mettre de l'argent dans la formation de quelqu'un, il fait un investissement. Il investit en toi. Si toi, après avoir reçu cet investissement-là, tu veux lui tourner le dos, mais donc vous êtes en train de vous fermer vous-même les portes. Ça, c'est une réalité qu'il faut dire aux jeunes. Tout à fait. On va voir cette autre infographie, toujours en faisant l'état des lieux. On va parler des fragilités tirées justement du rapport, de votre rapport. On va parler des fragilités des ressources humaines locales. Parmi les fragilités que vous avez relevées au niveau du CNPM, on parle d'absence de politique volontariste d'orientation vers des domaines donc des domaines techniques professionnels, dites-vous, peu d'établissements de formation académique et professionnelle. C'est tous ces points-là qui font en sorte qu'aujourd'hui on soit dans des secteurs où on ne trouve pas forcément de compétences locales, où tout à l'heure une dame disait dans le reportage que on a besoin de techniciens dans certains domaines, on ne les trouve pas sur place, on est obligé de recruter à l'extérieur. C'est tout à fait, c'est ce que nous avons constaté à travers tous les débats, les échanges que nous avons eus entre nous et également les échanges que nous avons eus avec l'équipe de soutien qui est basée à Paris. Et je crois qu'il y a une bonne partie de ces constats-là qui vient d'être confirmés également par M. Sylla. Quand on dit que là, il faut que vraiment on aille vers des formations dans l'apprentissage, parce que tout le monde ne serait pas parti à l'école. Donc, ça c'est une volonté politique. Il faut une action politique volontariste pour aller vers ça. Et également le fait que donc il faut essayer de revoir les pourcentages de jeunes qui vont directement dans l'enseignement supérieur, les licences et maîtrises, par rapport à ceux qui vont, la quantité de jeunes qui vont être orientés vers les formations professionnelles de niveau technique. Donc tout ça, c'est des choix politiques. C'est des choix politiques. Également, les problèmes de formation au niveau des besoins réels des entreprises, les formations techniques. Donc là également, vous n'avez pas souvent au niveau intermédiaire des écoles qui sont vraiment spécialisées, qui peuvent vraiment former les gens, et pas seulement de manière théorique, hein, mais en leur donnant les aspects pratiques de leur formation pour qu'ils puissent acquérir les bonnes compétences et venir servir l'entreprise. Ça, c'est également... Donc, le problème dans l'enseignement, l'anarchie dans les créations d'écoles, voilà, ça, c'est... Voilà. Monsieur Sylla, on va revenir un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure à propos des stages. Eux, ils parlent dans le rapport de dérive, donc de dérive dans l'emploi de stagiaires dans les entreprises. On voit des entreprises où des stagiaires sont sur place 1 année, 2 ans, voire 3 ans dans le même poste. Là aussi, qu'est-ce que vous, au niveau de la pêche, comment est-ce que vous accompagnez ces jeunes? Qu'est-ce que vous leur expliquez quand ils sont dans de telles situations? Oui, ce que nous faisons, c'est, en tout cas à la pêche, c'est que quand nous plaçons les jeunes en stage, généralement, nous leur faisons subir des formations connexes. Par exemple, les techniques de recherche d'emploi, le leadership, par exemple, ou alors le développement personnel. On leur apprend ces formations-là. Bon, maintenant, le fait que les stagiaires restent pendant longtemps au niveau des lieux de stage, c'est que la plupart, c'est les stagiaires qui sont au niveau de la fonction publique. Il faut pas avoir le concours de la fonction publique. Parce que l'État, la fonction publique, il faut passer au concours de la fonction publique. Donc, ceux qui s'orientent vers les structures privées, qui excellent, qui se confirment, sont recrutés. Nous, on a des statistiques. On a des jeunes qui sont engagés par des structures, par des ONG internationales, des structures mixtes, ONG, certaines ONG. Ces ONG les recrutent au bout d'un certain temps, quand ces jeunes se confirment, parce que ces ONG-là aussi les forment. L'État aussi les forme, hein. L'État les forme, mais la condition sine qua non, c'est qu'il faut passer au concours de la fonction publique. Donc, souvent aussi, ils n'ont pas d'ambition. Sinon, quand vous faites un stage pendant 1 année, 2 années, et qu'elle ne s'en soit pas assortie d'un emploi, vous devez quitter. Soit vous devez avoir ailleurs, ou alors vous former. Mais est-ce qu'ils ne se disent pas que quitter pour rester à la maison, à ne rien faire d'intéressant, est-ce que ce n'est pas mieux? Non, mais vous pouvez voir là où il y a des failles. Là où il y a des failles, parce que souvent tout n'est pas parfait. Donc là, il y a des failles. Ils essaient de suivre des formations complémentaires. Monsieur Sanogo, oui. Tout à l'heure, je parlais de stage. Il y a aussi les critères de recrutement. La plupart des gens qui sont recrutés, on demande au moins une
5, 6, 7 ans d'expérience, quand on a un jeune qui est peut-être compétent, qui n'a pas autant d'expérience, est-ce que là aussi ce n'est pas un frein, ce n'est pas un blocage que vous, recruteurs spécialistes RH, créez quand vous demandez des expériences, parfois dans des tâches que l'on peut faire visiblement sans une expérience Généralement, les entreprises nous demandent des fortes expériences, mais à chaque fois, je dis, c'est-à-dire il ne faut pas que l'expérience soit un blocus pour un candidat de postuler à un poste. Donc, au contraire, essayez de tenter à chaque fois, essayez de vous lancer, et peut-être quand l'entreprise réceptionne votre candidature, l'entreprise peut peut-être changer d'avis à travers peut-être des avantages qu'il a pu voir lors de votre interview ou même à travers votre CV. Donc c'est pas parce qu'on dit 7 ans d'expérience que vous n'en avez qu'une qu'il faut je pense dire, que l'expérience ne doit pas être un blocus pour un candidat. Moi je voudrais revenir en arrière sur le problème des stages. Donc, il ne faut pas qu'on se voile la face. Les stages au niveau du public comme du privé, il y a des problèmes. Regardons la réalité en face. Par rapport aux stages dans le public, j'imagine que vous avez tous en mémoire les propos d'un ancien président de la République lors du lancement du stage de formation, qui a dit dans une salle comble devant tout le Mali et puis en direct à la télé, il a prié les gens de ne pas utiliser ces jeunes-là à aller faire du thé. Le président de la République, ça c'est le président de la République qui l'a dit en séance officielle de lancement du recrutement des jeunes. Si ça ne vous dérange pas, pouvez-nous rappeler le président? Bon, mais non, c'est pas du tout, non. C'est vraiment feu le président Amadou Toumani Touré, paix à son âme. Il l'a dit dans la salle du CICB en plein lancement du campagne de recrutement. Parce que ce n'est un secret pour personne. Nous savons l'utilisation qu'on fait de ces jeunes-là dans la plupart des administrations. Parce que quand ils viennent, souvent, ils sont livrés à eux-mêmes. Il n'y a pas souvent beaucoup d'activités. On les utilise la plupart du temps à faire du thé ou bien à faire le garçon de course. Et ça, c'est ça. Et ça, je peux vous le dire parce que j'en ai vu même au niveau sur le terrain. Souvent, ils ne sont pas très très occupés. Ça ne leur permet pas d'apprendre quelque chose qui va leur être possible d'aller se faire recruter en entreprise. C'est pas évident. Ce n'est vraiment pas évident. Donc, il y a lieu de revoir ces côtés-là. Au niveau du privé également, la même tendance s'observe maintenant, ou bien les stagiaires restent pendant trop longtemps, on abuse. Les entreprises retiennent les jeunes pour des stages interminables. Ils sont utilisés comme des employés, en réalité, sous la forme d'un contrat de qualification. Ça, c'est par rapport à ça. Maintenant, par rapport à votre idée sur l'expérience, bon, l'expérience, c'est pas le recruteur. L'expérience, c'est pas le recruteur, c'est l'entreprise. Parce que l'entreprise a besoin de compétences. L'entreprise a besoin... Excusez-moi. L'entreprise a besoin de compétences. Ça veut dire quoi? Il faut que tu aies un savoir-faire, un savoir-être et éventuellement autre chose. C'est les 3 éléments que tu vas trouver. Donc, d'abord, tu as un premier problème. Le premier niveau de savoir, les connaissances, d'abord, souvent, la connaissance même n'est pas là. Deuxième problème, il ne peut pas faire, il n'a pas l'expérience, donc il n'a pas vécu, il n'a pas de vécu qui lui permet de combler justement cette lacune déjà. Et généralement, le troisième aspect vient, la personnalité également n'est pas là. Sinon, si effectivement un jeune candidat qui a vraiment ces qualités-là, il va avoir le courage de postuler exactement comme M. Sanro l'a dit. Quelqu'un qui a confiance en lui-même, qui sait qu'il est compétent, il a ceci, même s'il n'a qu'un mois d'expérience, il va envoyer son dossier et se donner la chance. Et puis, c'est qu'on oublie, le fait de participer, de soumettre des dossiers, de compétir déjà, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage. Tu apprends à compétir, tu envoies ton dossier est rejeté ou n'est pas rejeté. Peut-être tu vas avoir la chance une fois d'être retenu. On va te dire pourquoi tu n'as pas été retenu. Et après, tu apprends. Et la prochaine fois, tu vas t'améliorer. Monsieur Sylla, je vous donne la parole juste après cette autre infographie qui nous amène à parler de l'économie formelle. On parle de 45,3% de femmes qui sont actives contre 77,2% pour les hommes, 77,2% d'hommes actifs donc qui sont dans le secteur formel, moins de femmes, presque la moitié. Est-ce que là aussi, au niveau de la paix, vous en tenez compte? Ce que nous faisons par exemple à la pêche, c'est que nous faisons une discrimination positive
En tout cas, ce que nous faisons en termes de stage, parce que nous ne sommes pas dans le recrutement, ça je dois le préciser. Nous ne sommes pas dans le recrutement, toutes nos actions concourent à la création d'emplois. Bon, maintenant, ce que nous faisons une discrimination positive. C'est-à-dire, vous donnez la possibilité qu'on recrute plus de femmes. 51%. Par exemple, lors du lancement du stade de formation professionnelle, nous donnons la latitude. C'est-à-dire que nous prenons 51%, au moins, de femmes. Nous sélectionnons 51%. Et nous sélectionnons aussi une portion des personnes handicapées dans tout ce que nous faisons. Monsieur Sanogo, c'est vrai qu'on voit aussi de plus en plus d'entreprises dire dans les annonces, en tout cas, dire que la candidature féminine, c'est justement cette discrimination positive. Il faut en arriver là pour équilibrer un peu les choses. C'est ça, l'équité en fait. C'est ce que M. Silla vient d'évoquer. C'est juste pour essayer de faire l'équilibre dans l'effectif. Plutôt l'équilibre dans l'effectif pour que l'entreprise puisse être encore plus productive dans les jours à venir. À défaut même de la parité, parce que certains partenaires, par exemple, demandent même la parité. Par exemple, le projet FIER, formation et insertion de l'entrepreneuriat pour les jeunes ruraux, c'est 50%, c'est la parité, 50% d'hommes, 50% de femmes. Le procès également, c'était ça. Il y a certains partenaires qui souhaitent même qu'on aille au-delà de 50% pour les femmes. Mais ce n'est pas la compétence qui doit primer. On ne doit pas être dans la méritocratie plutôt que dans une discrimination aussi positive soit-elle. Vous vous êtes adressé aux sociologues. Moi, je crois qu'une bonne partie de la question et de la réponse revient à ce niveau-là. Il faut revoir simplement la structure de l'économie malienne. Comment on est parti depuis l'indépendance. Qui étaient les acteurs ? Qui voyageaient autrefois pour aller au Congo, au Zaïre, qui partaient à la Mecque. Mais cela est. Mais de plus en plus, nous savons que les femmes sont en train de prendre le devant. Elles vont le faire et elles vont le réussir. Et dans toutes les structures du patronat, vous voyez qu'il y a toujours la représentation des groupements de femmes. Des femmes sont dans le bureau, vous avez les groupements de femmes, les associations de femmes qui sont là et qui vont. Et moi, je suis convaincu que les femmes prendront leur place. Elles vont ravir, on ne va pas leur faire cadeau, elles vont ravir leur place dans l'économie nationale. C'est ce qu'elles vont faire. Vous avez posé l'autre problème également qui est le problème de compétences. Voilà, donc cela également est un fait dans les entreprises structurées, tout ça. Donc quand on recrute, d'abord, on va voir d'abord la compétence, mais à égalité de compétences, on peut faire un choix entre eux. Mais on ne va pas laisser tomber la compétence au détriment simplement pour faire plaisir aux gens. Quel rôle les nombreux boursiers maliens à l'étranger peuvent-ils jouer pour rehausser la qualité des ressources humaines locales? Nous en parlerons dans la seconde partie d'Entreprendre que je vous invite à suivre dans une poignée de secondes. Merci de nous suivre. Je rappelle que vous êtes dans votre émission Entreprendre. Je suis toujours en compagnie de nos trois invités. Notre thème ce soir est quelle main-d'œuvre qualifiée face aux besoins du secteur privé. Messieurs, nous allons poursuivre notre débat en regardant cette autre infographie qui nous amène à parler du PIB, Produit Intérieur Brut National, donc la contribution de certains secteurs. Et on va voir que dans cette contribution, on a 23% du secteur secondaire, 37% du secteur tertiaire et 40% du secteur primaire. Monsieur Diakité, tout à l'heure, en clôturant la première partie, vous parliez de restructurer l'économie. Est-ce que les ressources qu'on a actuellement, c'est ce qui explique ce qu'on peut voir là, 40% du secteur primaire, secteur où on retrouve beaucoup plus le commerce? C'est exactement ce que je disais. Il y a à revoir la structuration de notre économie nationale. Il y a des secteurs qu'il faut développer. Il y a des secteurs qu'il faut vraiment renforcer de manière que leur poids dans l'économie puisse jouer un facteur de tirer le reste de l'économie, faire un catalyseur pour le reste des secteurs. Parce qu'une économie où c'est vraiment le secteur tertiaire reste dominant, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que nous dépendons des importations et exportations et des services. Mais ça veut dire que les secteurs où nous disons que nous sommes un pays agricole, donc cela doit se sentir dans la structuration de dans le poids que l'agriculture
a dans notre économie, ce qu'elle apporte, et également aller jusqu'au niveau de la valeur ajoutée. Également, nous disons que nous sommes un pays minier. Donc également le poids de tout ce que le secteur minier peut apporter dans notre économie, on doit faire en sorte que ces deux secteurs-là puissent vraiment tirer notre économie. Et le secteur tertiaire, effectivement, les services, ouais, bien sûr, les services sont là justement pour faire le lien justement entre ces deux-là. Monsieur Sanogo, en tant qu'acteur RH, quels sont aujourd'hui les besoins du marché? Déjà dans le secteur primaire, comme il a si bien dit, l'agriculture, je pense qu'il y a beaucoup de besoins là-bas actuellement. Et aussi au niveau du BTP. Et sans oublier l'énergie renouvelable et l'énergie tout court. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a des ressources qualifiées dans ces domaines? Tout à l'heure, dans le reportage, il y a une dame qui parlait de recruter à l'extérieur parce qu'on n'arrive pas à trouver des techniciens dans certains domaines. Le secteur minier aussi, les acteurs, et Monsieur Diakité, vous avez travaillé dans le secteur minier, vous en savez quelque chose. Là aussi, il y a des techniciens, il y a des profils qu'on n'arrive pas à trouver dans certains secteurs. On parle du secteur minier, on parle du secteur industriel. Le phénomène est en train d'aller au-delà de ça, parce que c'est de mon constat personnel. Aujourd'hui, vous allez voir de plus en plus beaucoup plus de comptables des pays de la sous-région. Je ne vais pas citer un pays, mais ce n'est plus les techniciens, ce n'est plus dans les ingénieurs. Mais vous allez dans la plupart des grandes entreprises aujourd'hui, vous allez voir un chef comptable d'une autre nationalité qu'un Malien. Alors comment l'expliquer? L'entreprise est basée sur la confiance. L'entreprise est basée sur la confiance. La confiance basée sur quoi également? La capacité de l'individu à répondre à l'attente qu'on a fait, ce qu'on attend de lui. Donc si nous recrutons des Maliens, et même si nous recrutons des Maliens pour faire un certain nombre de choses, le Malien n'est pas capable de produire le résultat que tu attends de lui. Et c'est ce que la dame disait. C'est ça tout le fond du problème. Donc nous devons travailler justement à corriger d'abord, ça c'est un premier aspect de lacune. Et là, il y a un travail de fond à faire avec les nouvelles générations et autres là, parce que ça va nous amener très loin. Il a parlé vraiment de certaines formations de base dont aujourd'hui les jeunes ont besoin. Le développement personnel, parce que les gens oublient tout ça. C'est extrêmement important. On t'a fait confiance, on t'a recruté dans un poste de chef comptable. Voilà, tu es chef comptable, toi, tu as le titre, on t'a donné parce que tu es... Mais si tu n'arrives pas à... Tu ne comprends pas que c'est d'abord, avant tout, une question de confiance en toi, de responsabilité que tu dois remplir. Eh bien, si toi, tu échoues, ce que tu oublies, c'est que tu es en train de faire échouer d'autres Maliens avec toi. Parce que l'employeur n'aura pas besoin, peut-être il va perdre également sa confiance à un autre jeune Malien pour le mettre dans le même poste. Monsieur Silla. Tout récemment, je viens de quitter la mine de Komena, c'est dans la région de Sikasso, c'est de Yafoulila. Ils nous ont fait savoir, quand nous avons échangé avec les responsables miniers, ils nous ont fait savoir qu'ils souhaiteraient prendre des jeunes en stage, mais les profils, généralement, nous ne les avons pas. Par exemple, en soudronnerie, c'est vrai qu'aujourd'hui, les blancs forment en soudronnerie, c'est tout tuyauterie et la mécanique industrielle, etc., etc. Il y a certaines filières, en tout cas, il y a une très technique, il y a une pénurie, ou alors la qualité de la formation n'y est pas. Donc souvent, ces entreprises veulent vraiment recruter, prendre des jeunes en stage ou même les recruter, mais souvent les profils qu'ils ont sur le marché, vous allez trouver que soit les profils, on ne trouve pas sur le profil sur le marché, ou alors la qualité n'y est pas. Donc ils sont obligés de se rabattre sur des expatriés, des Australiens, des Sud-Africains, etc., etc. Et quand on ne peut pas avoir des formations localement, quand on ne peut pas offrir des formations localement, on est obligé de former à l'extérieur. Et le Mali a opté depuis quelques années pour des bourses. On parle de bourses d'excellence pour ce qui concerne la France. Il y a aussi la bourse du Maghreb, il y a même la bourse de Russie. Je vous invite à suivre ce cas d'école et on se retrouve juste après. C'est sous la présidence d'Alpha Oumar Konaré que la bourse d'excellence a été officiellement lancée entre le Mali et la France au début des années 2000.
Cofinancée à parité par les deux gouvernements, cette bourse d'excellence visait à former en France de façon progressive 300 bacheliers maliens durant l'ensemble du programme. Celle-ci était ouverte aux bacheliers des sections scientifiques ou économiques âgés au plus de 21 ans ayant obtenu comme moyenne annuelle au moins 14 sur 20 en 10e, 11e et terminale et admis au bac avec au moins la mention bien. Outre la bourse d'excellence, au fil des années, le Mali a noué d'autres partenariats en lui permettant de diversifier son offre de bourses étrangères. On peut notamment citer les bourses maghrébines offertes par l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. D'après les autorités, l'ensemble de ces bourses précitées vise à rehausser la qualité des ressources humaines locales. D'anciens boursiers sont revenus au pays se mettre au service de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, contribuant ainsi à former les élites maliennes de demain. D'autres ont intégré de hautes fonctions d'État ou ont créé des entreprises de qualité. À ce propos, on peut notamment citer le cofondateur et président de Sira Mali, Seydou Mamadou Koulibaly, ou encore le fondateur, le président-directeur général de Sama Monnaie, Daouda Koulibaly. Tous deux ont bénéficié de la bourse d'excellence et sont revenus mettre leurs compétences au service du pays. Contrairement aux années précédentes où seuls les bacheliers avaient droit aux bourses d'études à l'étranger, ces dernières années, le gouvernement a étendu l'octroi des bourses aux étudiants titulaires d'une licence. Ils sont ainsi formés jusqu'au niveau master, voire doctorat, dans le but de devenir les cadres capables de relever les défis du développement socio-économique du pays. L'ensemble des bourses d'études à l'étranger sont gérées par la Direction générale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Pour rappel, lors des présidences de Modibo Keïta et du général Moussa Traoré, les rares bourses d'études à l'étranger qui existaient provenaient essentiellement de l'URSS, actuelle Russie. Au titre de l'année académique 2023-2024, la Fédération de Russie a accordé au gouvernement malien 290 bourses d'études de licence, master et doctorat. Quand on n'a pas les formations adaptées pour former certaines ressources, une bourse pour leur permettre d'être formés et revenir se mettre au service de leur pays. Je crois savoir qu'à votre niveau, vous avez un volet recrutement de la diaspora. À ce niveau, comment est-ce que ça se passe? Et en fait, généralement, on reçoit beaucoup d'étudiants venant d'Europe plutôt, et aussi du Maghreb. Et là, nous, à notre niveau, généralement, les entreprises nous demandent, ok, on veut d'autres profils qui ne sont pas les Maliens et tout ça. C'est vrai, c'est un peu gênant et tout. Bon, on n'a pas le choix en fait. Et là, on revoit dans notre base de données des profils qui sont là, qui sont adaptés, mais qui ont quitté l'extérieur pour venir. Des fois, c'est des Maliens, des fois, ce ne sont pas des Maliens. Donc on arrive à ce niveau où des entreprises disent localement on ne veut pas quelqu'un d'ici. Des fois c'est possible, des fois ils disent directement. Et on a une idée de pourquoi? C'est à cause de ce que vous disiez tout à l'heure. Ça revient toujours. La qualité de la formation. La qualité de la formation. Monsieur Silla? C'est la qualité de la formation parce qu'aujourd'hui, c'est pour la maîtrise par exemple. Les jeunes font 6 ans, aujourd'hui 7 ans. C'est des études qui ne finissent pas. Avec des débrayages et la qualité de la formation. Ce n'est que la qualité de la formation qui est mise en cause. Donc il faut revoir la formation, le système. Mais tout à l'heure, monsieur Diakité, on a aussi ces jeunes-là à qui l'État remet des bourses. On a vu la bourse d'excellence, par exemple, là où plein de jeunes sont partis en France, d'autres sont au Maghreb, d'autres sont même en Russie, et certains ne veulent pas revenir. Le choix de l'entreprise de recruter nationale ou internationale, c'est pas seulement un problème lié à la qualité de la formation. D'abord, je dis, c'est la compétence, le savoir-faire dont l'entreprise, la technicité de la tâche que l'entreprise attend. C'est ça que l'entreprise voit. Donc, il faut voir chaque entreprise qui recrute là dans la spécificité du besoin qu'il est en train de faire. C'est ça qu'il va commencer à chercher sur le marché. S'il arrive à trouver sur le marché, il le prend. Oui. Si l'entreprise ne trouve pas cette compétence-là maintenant, elle commence à chercher à l'extérieur. Et je peux dire que les recruteurs maliens essayent de faire des efforts dans ce sens-là à travers les bases de données parce que ils font vraiment l'effort de chercher à l'interne. Même si on ne trouve pas à l'interne, on essaie de voir soit dans les pays voisins ou bien dans la diaspora malienne. Je connais des entreprises qui ont développé des bases de données dans ce sens-là, ce qui est une bonne chose. Et ça, c'est fondamental. Maintenant, c'est les deux versants de la même chose, vous voyez.
D'un côté, l'entreprise cherche ce qu'il n'a pas, il va le chercher ailleurs. De l'autre côté, le jeune également qui est allé se former à l'extérieur. Donc lui aussi, n'oublie pas, lui aussi, il est à la recherche d'un bien, un mieux-être. S'il trouve ce qu'il veut au Mali, il rentre. S'il est patriote en plus, il rentrera très très rapidement. S'il est très patriote, il va rentrer très rapidement. Mais s'il veut, il va travailler un peu à l'extérieur du pays, s'assurer un peu ses bases et après il revient. Mais non, pardon, je reprécise ma question. J'ai compris. Quand on a une bourse d'État, qu'on va étudier à l'étranger, donc financée par l'État ou des partenaires de l'État, est-ce qu'on n'a pas l'obligation de revenir mettre son intelligence au service de la nation? J'ai répondu à votre question. C'est une question de morale personnelle. C'est sa morale. Si lui, il veut réussir sa vie, ce que l'État a fait là, peut-être son père a payé pour lui, ou bien sa mère a payé, ou bien ses frères ont payé pour lui. Parce que n'oubliez pas, on est dans une concurrence internationale aujourd'hui. Il ne faut même pas se faire d'illusions. Et donc, si le jeune, il sait que... Prenez un exemple bête, quelqu'un qui est allé faire l'informatique, il a fait des sécurités informatiques de très haut niveau. Et il sait qu'avant sa sortie déjà, il est ciblé par les grandes firmes, on lui propose un salaire de 1 million d'euros ou autre. Tu crois qu'il va laisser ça pour venir ici, attendre qu'on se dise qu'on n'a pas besoin de lui? Tout à fait. Monsieur Sylla. Voilà, ce que nous faisons par rapport à la main-d'œuvre qualifiée, c'est que déjà, l'APES reste attentive. C'est-à-dire qu'elle reste attentive aux besoins des jeunes. C'est-à-dire que nous recueillons chaque année les besoins exprimés par les jeunes et nous essayons de satisfaire ces besoins. Et ce que nous faisons également, c'est que nous organisons aussi des formations de reconversion. On se propose d'organiser des formations de reconversion pour adapter les besoins de formation avec les besoins réels du marché du travail. Et en plus de cela, cette année, par exemple, on se propose de former 300 jeunes en apprentissage dans les compétences vertes. Sur l'ensemble du territoire, 300 jeunes? 300 jeunes. Non, pas de l'ensemble du territoire, dans les régions de Ségou, Sikasso, Mopti et le district de Bamako. Dans le cadre d'un projet financé par la coopération néerlandaise qui s'appelle Go Green. Allons au vert, des emplois verts par les jeunes, pour les jeunes. Donc on va former les jeunes dans les compétences vertes. Donc ça, c'est le comité de pilotage doit se tenir ces mois-ci. Je ne sais pas quelle date précisément, ces mois-ci. Voilà, c'est des actions que nous comptons faire à court terme. On va voir cette infographie sur quelques recommandations que le Conseil national du patronat a adressées dans son rapport sur les ressources humaines. Et donc parmi ces recommandations, on voit notamment la mise en place d'outils d'évaluation des besoins des entreprises, réaliser des réformes, et c'est surtout cela, c'est peut-être là, réaliser des réformes de la gouvernance des structures en charge de l'emploi, de la formation professionnelle. C'est autant de choses qu'il faudrait mettre en place. Vous avez parfaitement compris, nous avons fait un état des lieux, nous avons dégagé des pistes, nous avons fait des recommandations et nous avons identifié les acteurs qui peuvent intervenir sur les différents volets de ces actions-là. Donc le CNPM a déjà commencé son plaidoyer. Il y a pour beaucoup d'aspects, ça ne relève pas de sa seule compétence, mais le CNPM s'emploiera de telle manière que vraiment à la fin du mandat courant, qu'on puisse vraiment délivrer des résultats tangibles à la lumière de ce que nous avons fait. La vie, c'est une continuité. Ce que nous aurons pu faire déjà, c'est déjà, nous pensons que nous avons fait un grand pas. Et de commun accord, ce n'est pas seulement le patronat seul qui s'est assis, qui a fait tout ça. Je disais que dans notre groupe de travail, il y avait également des structures publiques qui étaient représentées. Nous nous sommes abreuvés également des informations que nous avons reçues du secteur public. Donc, nous ne nous disons pas que c'est vraiment l'enfant du CNPM, nous voulons le faire. Non, c'est pas ça du tout. Nous avons fait quelque chose qui concerne l'ensemble du secteur privé malien. Et le secteur privé malien ne peut pas prospérer sans le public. Tout ce que nous sommes en train de faire, les ressources humaines que nous visons là, ce n'est pas seulement pour l'entreprise. Il y a également le public qui va également en profiter. Donc c'est pourquoi nous avons fait un certain nombre de recommandations. Et pendant le mandat, nous allons nous employer à faire en sorte que nous puissions arriver à trouver des réalisations ou des débuts de réalisation en partenariat justement avec les parties. Parce que n'oubliez pas, au niveau du patronat, nous sommes dans ce qu'on appelle le dialogue social.
c'est tripartite. Tout ce que nous essayons de faire, c'est toujours une implication de l'État. Il y a également une implication de ce qu'on appelle les partenaires sociaux, c'est-à-dire les syndicats. N'oublions pas, on ne l'a pas dit dans ce débat, mais il y a également un grand volet qui relève également de la responsabilité du syndicat. Nous avons eu le pays pendant ces dernières années. Vous avez vu le nombre de grèves dans des secteurs. Voilà. Tout ça, c'est également des facteurs qui jouent sur le problème de l'emploi dans le pays. Et ça, on ne peut pas le résoudre sans les partenaires sociaux. Vous avez vu également, nous avons parlé des textes là. Nous avons dit que nos textes sont souvent un peu désuets. Et ce n'est pas seulement, c'est pas le patronat qui peut faire ça. Et c'est l'administration du travail et c'est les partenaires sociaux. Donc il y a énormément de choses là-dedans qui doivent être faites de commun accord. C'est pourquoi je dis que vraiment c'est un travail que nous avons initié, mais que nous ne pouvons réaliser entièrement que à travers une œuvre commune. Mamadou Sanogo, il y a la 4e édition, si je ne dis pas de bêtises, la 4e édition du Salon international de recrutement qui doit se tenir en mai. C'est cela. Ça va permettre également de rapprocher toutes les parties, recruteurs, entreprises et jeunes à la recherche d'emploi. Effectivement, c'est un salon qu'on organise chaque année. Donc la prochaine édition est prévue pour le 17 et 18 mai à l'Hôtel d'Amitié de Bamako sous le thème l'emploi inversé, encouragement d'initiatives publiques privées en faveur de la création d'emplois. Voilà, donc du coup c'est un salon qui s'étend sur 2 jours, qui est là pour rassembler les acteurs de l'écosystème RH, notamment les demandeurs d'emploi, et plutôt les DRH, les consultants RH, les recruteurs, les coordinateurs, les chefs d'entreprise, tout l'écosystème, ainsi que les demandeurs d'emploi. Et cette année, on a pu voir un peu avec les années passées, donc on s'est dit pourquoi ne pas changer un peu de paradigme, l'innovation, qu'on apporte un peu d'innovation en fait. Donc c'est pour cela qu'on a changé un peu le thème emploi inversé. Donc je pense que nous allons donner plus d'informations à travers nos pages ainsi que le site officiel du salon dans les jours à venir. Merci messieurs d'être passés sur le plateau d'Entreprendre. Je rappelle que j'ai eu le plaisir de recevoir monsieur Nouhoum Diakité. Il est membre du CNPM, il est le directeur de la SARL Diakité Consulting, donc c'est un professionnel de ressources humaines. Merci monsieur Abdulkader Silla, chef du département promotion, prospection, évaluation à la direction générale de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, APEJ. Merci également monsieur Mamadou Sanogo, directeur de Emploi et Moi, initiateur du Salon international du recrutement. Merci monsieur d'être venu sur le plateau d'Entreprendre. À très bientôt sur TM1.